Les nuits d'Amsterdam étaient censées être enivrantes, pas déchirantes. Les rues scintillaient de néons, les rires s'échappaient des bars bondés, et la fumée de cigarettes s'élevait paresseusement dans la bruine. Les touristes titubaient d'un club à l'autre, attirés par la promesse de bruit et de distraction. Mais cette nuit-là, caché sous les reflets brisés des pavés mouillés, quelque chose de plus sombre surgit. Quelque chose qui allait bouleverser à jamais la vie d'un homme. Dylan Mersey se tenait seul près d'un stand de nourriture, le col de son manteau relevé contre le froid, attendant une tasse fumante de thé à la menthe marocaine. On le remarquait, mais personne n'osait l'approcher. Sa haute silhouette, ses cheveux argentés et son calme figé imposaient une distance. Dylan Mersey, un nom autrefois étalé à la une des journaux, magnate de la tech devenu philanthrope. L'homme qui avait abandonné un empire de plusieurs milliards après avoir perdu sa femme d'une leucémie. Depuis des années, Amsterdam était son refuge discret, un lieu où les canaux et le chaos s'entremêlaient assez pour atténuer son deuil. Il voulait l'anonymat. La solitude. Mais le destin s'apprêtait à tout lui arracher. La première fissure vint sous la forme d'une voix. Dure, tranchante, dissonante au rythme de la nuit. J'ai dit 10 000. Pour l'ensemble. Ils ont tous 5 ans. Regarde, le même visage. Une affaire rare. Les mots figèrent Dylan en plein geste. Il n'avait rien à faire là, au milieu des rires et de la musique. Son regard se tourna vers la source, une camionnette rouillée garée de travers sous un lampadaire vacillant. À côté, une femme d'une trentaine d'années, maquillage brouillé par la bruine, dissimulait à moitié l'arrière ouvert. Un homme en blouson de cuir se penchait, trop intéressé. Puis, le son qui brisa le souffle de Dylan. Un gémissement. Fragile, étouffé. Suivi de sanglots retenus. Il fit un pas. Ce qu'il vit fit rugir son pouls dans ses oreilles. À l'intérieur de la camionnette, recroquevillés sous une couverture élimée, 4 petits garçons. Identiques. Leurs joues salies, leurs vêtements dépareillés, leurs yeux grands ouverts comme des animaux piégés. Ils ne bougeaient pas. Ils ne parlaient pas. Ils ne faisaient que fixer. Ce ne sont même pas les miens, lança la femme avec amertume. Leur mère est morte. Ma sœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de 4 bouches à nourrir? L'homme au blouson ricana, se léchant les lèvres avec avidité. Quelque chose s'embrasa en Dylan. Son cœur devint tonnerre. Son deuil, jadis enfoui, s'embrasa en une flamme. Il avança sous la lumière du lampadaire, sa voix égale mais tranchante comme un couteau. Je les prends. Les yeux de la femme se plissèrent. Vous êtes flic? Non. Mais pour vous, c'est terminé. Son ton ne monta pas, mais il gela la scène. L'homme marmonna des insultes avant de disparaître dans la foule. La femme jaugea Dylan, puis éclata d'un rire amer. Très bien, amuse-toi. Tu vas le regretter. Elle ouvrit brusquement les portes, tourna les talons et s'évanouit dans la bruine. Les garçons restèrent figés, leurs petits corps tremblants. Dylan s'agenouilla à leur hauteur. Je m'appelle Dylan, dit-il doucement. Vous êtes en sécurité maintenant. Aucune réponse. Le silence, plus épais que la pluie. Il sortit de sa poche un mouchoir froissé et le tendit. L'un des garçons, la manche déchirée, s'avança, le prit et essuya la joue de son frère. Ce petit geste brisa quelque chose. Pas seulement en eux, en Dylan aussi. Cette nuit-là, il les prit tous. Il les emmena hors de la camionnette, dans sa voiture. Pas une larme. Pas un cri. Même lorsqu'il les couvrit de couvertures neuves dans sa maison de Blumendal. Leur silence pesait plus lourd que des hurlements. Dylan ne dormit pas. Il resta assis dans la chambre d'amis, entouré de sacs de vêtements et de jouets fraîchement achetés. 4 inconnus au visage identique remplissaient désormais son refuge, et pourtant, il se sentait obligé de rester. Il ne demanda pas de nom. Il ne posa pas de questions. Il observa. Il écouta. Il attendit. Au matin, un voisin alerta les autorités. Les services sociaux arrivèrent, visage fermé, scrutant Dylan comme s'il était lui-même la menace. Après inspection, ils hésitèrent. Techniquement abandonné, marmonna un agent avant de s'écarter. Dylan sentit sa poitrine se serrer. Abandonné. Le mot lui déchira le cœur. Quelques heures plus tard, Jules Van Doren fit son entrée, assistante juridique d'accent grave peine 30 ans, au regard vif et persistant. Bras croisés dans l'encadrement de la porte, elle ne semblait pas impressionnée. « Alors, vous les avez juste pris ?» demanda-t-elle, sourcils levés. « Oui. » La voix de Dylan resta ferme. « Vous savez que ça ne marche pas comme ça. Je n'ai pas eu le temps de chercher sur Google. »
Et votre lien avec eux? Ça rend les choses encore pires. Le regard de Jules se tourna vers les garçons. Alignés sur le canapé de cuir, les mains couvertes de confiture, fixant un dessin animé muet. Pas un rire. Pas une larme. Comme si on leur avait volé toute émotion. Ils n'ont pas pleuré, murmura Dylan pour lui-même. Pas une fois. Pas quand je les ai pris. Pas quand elle est partie. Les yeux de Jules se radoucirent. Ce n'est pas normal. Je sais. Cette nuit-là, Dylan transforma son bureau. Les dossiers disparurent, remplacés par un terrain de jeu. 4 lits identiques, 4 veilleuses, 4 exemplaires du même livre du soir. Pourtant, il n'arrivait pas à les différencier. Leur ressemblance était comme un mur infranchissable. Au 3e jour, il tenta une approche. « Vous avez des prénoms que vous aimez ?» Un silence. Puis l'un pointa un catalogue de jouets. « Lucas. » Un autre souffla « Noah. » Le 3e dit timidement « Ellie. » Le dernier, avec un sourire discret, murmura « Max. » Dylan ne demanda pas si c'était leur vrai prénom. Il hocha simplement la tête. « Alors, c'est ainsi que vous vous appellerez. » La 7e nuit, Lucas, le plus silencieux et le plus attentif, s'avança dans le couloir. Dans une main, une peluche. Dans l'autre, un dessin maladroit au crayon. Il le tendit, une grande silhouette entourée de 4 petites aux cheveux hérissés. Dylan s'agenouilla. « Qu'est-ce que c'est ?» Lucas pointa la grande figure. « Quelqu'un en qui j'ai confiance. » Ces mots fissurèrent Dylan de l'intérieur. La confiance, fragile, rare, précieuse. Il ravala l'émotion qui montait, les yeux brouillés de larmes. Dehors, la pluie avait cessé. Amsterdam reposait dans le silence. Et pour la première fois depuis des années, le deuil de Dylan s'apaisa. Mais il ne savait pas encore que le monde entier observait déjà. Le dimanche soir venu, la maison impeccable de Dylan, à Blumendal, ne ressemblait plus au sanctuaire qu'il protégeait jadis. Des crayons roulaient sur le parquet. De petites chaussettes restaient accrochées au dos du canapé. Des tranches de pommes à moitié mangées traînaient dans des bols abandonnés. L'ordre silencieux qu'il avait mis des années à façonner s'était effondré en moins de 72 heures. Et, étrangement, cela ne lui manquait pas. Il s'était attendu à ce que la partie la plus difficile soit la logistique, lit, repas, vêtements. Mais le vrai défi n'était pas matériel. Il était émotionnel. 4 garçons de 5 ans, marqués par la méfiance et des habitudes entremêlées, ne venaient pas avec un mode d'emploi. Chaque matin commençait dans la confusion. L'un aimait les œufs brouillés mais ne supportait pas le pain grillé. Un autre ne mangeait que du pain grillé, jamais d'œufs. L'un détestait les chaussettes trop serrées. Un autre refusait carrément de porter des chaussures. Dylan essayait de tout noter dans un carnet, griffonnant les petites manies comme un étudiant révisant pour un examen impossible. Peu à peu, il vit apparaître des motifs. Lucas, silencieux, observateur, difficile à nourrir. Noah, mutique, souvent tourné vers la fenêtre comme si le monde extérieur détenait des réponses. Ellie, agité, fredonnant doucement dès que ses nerfs prenaient le dessus. Max, le plus timide, son sourire caché, n'apparaissant que lorsqu'il pensait qu'on ne le regardait pas. Dylan commença à les appeler sa boussole, nord, sud et ouest. 4 directions, chacune l'attirant ailleurs. Malgré le chaos, des instants de grâce jaillirent, fragiles comme des rayons de soleil après la pluie. Un soir, après une crise de colère explosive qui s'était terminée par du jus renversé et des crayons brisés, Dylan s'assit par terre dans la cuisine, le dos contre le lave-vaisselle, complètement vidé. Alors Max s'approcha à petits pas, grimpa silencieusement sur ses genoux et posa sa petite tête contre sa poitrine. L'enfant ne dit rien, mais son geste parlait pour lui, « Tu es encore là. Tu n'es pas parti. » Cette nuit-là, Dylan ne dormit pas. À la place, il ouvrit son ordinateur et écrivit un mail désespéré à un psychologue pour enfants, demandant conseil. La réponse arriva vite. Structure, sécurité et silence sont des outils puissants. Laissez-les explorer, mais ne disparaissez pas. Laissez-les pleurer, mais ne détournez jamais le regard. Dylan s'accrocha à ces mots comme à de l'oxygène. Le lendemain matin, déterminé à ne pas échouer, il tenta de créer une routine. Promenade matinale avant le petit déjeuner. Heure de musique l'après-midi. Lecture du soir avant de dormir. Au début, les garçons résistèrent. Méfiants, comme des animaux sauvages peu habitués à la douceur. Mais peu à peu, la répétition tissa du réconfort. Le monde extérieur, lui, n'était pas aussi indulgent. En milieu de semaine, Jules revint.
Cette fois avec des papiers et la rigidité de la loi. Elle se tenait dans la cuisine de Dylan, feuilletant des formulaires, tandis que Max empilait en silence des raisins en petites tours sur le comptoir. Une enquête officielle est en cours, annonça Jules, la voix sèche. Techniquement, vous détenez des mineurs sans tutelle. Dylan éteignit la bouilloire, la mâchoire serrée. Je n'ai pas eu le temps pour la paperasse. Ça ne fonctionne pas comme ça, Dylan. Je sais. Mais ici, ils sont en sécurité. Ils mangent. Ils dorment. Ils jouent. Jules referma brutalement le dossier. Ce ne sont pas des animaux de compagnie. Les yeux de Dylan flamboyèrent. Je n'ai jamais pensé ça. Un long silence, seulement rythmé par le bourdonnement du réfrigérateur. Puis Jules soupira, se massant les tempes. Je ne suis pas là pour les reprendre. Pas encore. Mais c'est délicat. Et vous devez comprendre, le monde n'aime pas les héros brouillons. Ce soir-là, en bordant les garçons, Dylan comprit qu'elle avait raison. Le monde transformerait cette histoire en un récit qu'il ne pourrait pas contrôler. Et cela arriva plus vite qu'il ne l'imaginait. Le lendemain, Jules revint avec une feuille imprimée à la main, l'expression sombre. Elle la posa sur le comptoir. Le titre hurlait « Un millionnaire achète 4 enfants dans une rue d'Amsterdam ». En dessous, une photo floue montrait Dylan avec les garçons, marchant près d'un canal. L'article était anonyme, mal écrit, mais il avait déjà fait le tour du web. L'estomac de Dylan se noua. Cela va les détruire. Ça pourrait, admit Jules. Ou ça pourrait s'éteindre vite. Mais seulement si tu combats ça de la bonne manière. Ce soir-là, Dylan assembla les garçons dans le salon. Il ne parla pas de jargon juridique ni de bataille de garde. Il parla avec honnêteté, avec des mots assez simples pour qu'ils puissent les comprendre. Je ne sais pas ce qui va se passer, avoua-t-il. Mais je veux que vous restiez. Pas parce que je dois. Parce que je le veux. Les garçons échangèrent des regards inquiets. Ellie murmura. Même si on fait encore des bêtises? Dylan sourit, une petite fissure de lumière dans la tempête. Surtout dans ces moments-là. À partir de ce jour, il redoubla d'efforts. Il transforma son bureau de l'étage en 4 petites chambres, non pas séparées, mais 4 coins d'un grand espace commun. Chaque garçon reçut une literie colorée, des étagères pour ses jouets et son prénom écrit en grand au-dessus de son lit. Les garçons n'aimaient pas être séparés, mais ils aimaient savoir qu'ils avaient chacun leur propre place. Dylan découvrit le pouvoir des petits gestes. Plier les minuscules chaussettes. Couper les pommes en parts égales. Lire la même histoire du soir 4 fois avec des voix différentes pour que chacun se sente unique. Les progrès vinrent lentement, en fragments. Un soir, Noah, qui passait souvent ses journées dans le silence, chuchota. « On pourra dessiner encore demain ?» Un autre matin, Lucas demanda enfin à Dylan de l'aider à nouer ses lacets après des jours d'essais obstinés. Max, habituellement muet, embrassa la main de Dylan après avoir reçu un pansement. Et Ellie, doux, anxieux Ellie, commença à fredonner des berceuses au lieu de mélodies nerveuses. Quand Jules revint, elle remarqua la différence. Elle posa son dossier et dit à Dylan d'une voix plus douce. « J'ai déposé une demande de tutelle d'urgence. » Les yeux de Dylan se levèrent. « Ça nous donne combien de temps ? » « Quelques mois, peut-être plus. Si tu restes irréprochable. » « Je n'ai rien à cacher. »« Je sais, » répondit Jules, plus tendre. « Mais les gens aiment les histoires simples. Et celle-ci ne le sera pas. » Dylan jeta un regard vers la salle de jeu, où les 4 garçons étaient étalés sur le sol, coloriant avec des crayons cassés. Il murmura. « Ce ne sont pas une histoire. Ils sont réels. » Et, à cet instant, il comprit que le monde le voie ou non, il n'était plus seulement un homme hanté par le deuil. Il était devenu un gardien, lié à 4 âmes fragiles qu'il avait choisies en silence. Mais dehors, la tempête ne faisait que s'intensifier. Dylan se réveilla avant l'aube. La maison était calme, lourde encore des dernières braises de rêves agités. À travers les rideaux entr'ouverts, une pâle lumière filtrait dans la salle de jeu, où 4 petits corps s'étaient emmêlés dans une forteresse de couvertures et de peluches. Lucas serrait une petite voiture, Noah dormait le visage enfoui dans l'oreiller, Ellie avait un bras posé sur la poitrine de Max comme pour l'empêcher de disparaître. Pendant un long moment, Dylan resta immobile, le cœur gonflé d'émerveillement et de peur. 4 étrangers avaient transformé son exil silencieux en une maison qui respirait. Et il savait, sans le moindre doute, qu'il ne pourrait jamais les laisser partir. Mais au-delà de ces murs, l'histoire commençait déjà à se tordre. Sur son téléphone, les messages non lus clignotaient sans relâche.
Les gros titres se répandaient comme une traînée de poudre. Un investisseur en technologie achète 4 enfants dans une rue d'Amsterdam. Les forums grouillaient de commentaires cruels, l'accusant de traiter des enfants comme des possessions. Chaque mot tranchait plus profondément que le précédent. Il éteignit l'écran. Le monde extérieur pouvait attendre. Pour l'instant, il s'accrocherait à ce moment fragile. Ce matin-là, Lucas entra dans la cuisine, encore ensommeillé. Il remarqua Dylan, le regard fixé sur son téléphone, la mâchoire crispée dans une tempête qu'il tentait de cacher. « C'est du mauvais bruit ?» demanda Lucas doucement. Dylan posa le téléphone, forçant sa voix à rester calme. Seulement des gens confus. Ils ne comprennent pas encore ce qu'est l'amour. Il prit la main du garçon. « Mais moi, je suis là. Et ici, c'est la maison. » Les garçons se rassemblèrent autour de lui, leur petit corps formant un cercle de force silencieuse. Et pour la première fois, Dylan comprit que, même s'ils se battaient pour eux, eux aussi l'ancrèrent à la vie. Cet après-midi-là, Jules arriva à l'improviste. Elle portait une pile de notifications légales et une fatigue visible dans ses yeux. « Nous devons agir vite », dit-elle en étalant les papiers sur la table basse. « Ta tutelle d'urgence a bien été déposée. Mais les services sociaux veulent interroger chaque enfant. Et leur tante ?» Jules hésita. « Elle a déposé une demande pour mettre fin à ta tutelle. Elle prétend que tu les as achetés. » Les mots s'écrasèrent comme du gravier dans la poitrine de Dylan. « Elle les a abandonnés. »« Elle change son histoire, » répondit Jules d'un ton grave. « Le tribunal écoutera sa version. Nous avons besoin de preuves, des témoins, des voisins, n'importe qui pouvant attester que tu leur offres un cadre sûr et aimant. » Les épaules de Dylan se raidirent. « Alors, nous leur donnerons des preuves. » Les jours suivants devinrent flous. Dylan rendit visite aux voisins, à la boulangère, même aux facteurs, tous ceux qui avaient croisé les garçons dans leur nouvelle vie. Chaque témoignage semblait petit, ordinaire. Lucas qui faisait un timide signe de la main, Noah qui tenait la porte à un voisin, Ellie qui fredonnait en balayant le trottoir, Max dont le sourire s'illuminait lorsqu'on lui disait bonjour. Ces fragments, cousus ensemble, formaient quelque chose d'indéniable. Mais la nuit, Dylan restait éveillé, hanté par l'idée que tout cela pouvait lui être arraché. Que ces 4 petites flammes fragiles pouvaient être emportées par des étrangers incapables de comprendre. Un soir, sous la lueur ambrée de la lampe de cuisine, Max tira la manche de Dylan. Sa voix tremblait. « Je n'aime pas les gens qui crient. Ils ont l'air fâchés. » Dylan s'agenouilla, ramenant son visage à hauteur de celui du petit. « Je sais que c'est bruyant. Mais même quand le monde semble hors de contrôle, souviens-toi de ceci. » Il posa une main sur son cœur. « Je serai toujours ton silence. Je resterai. » Les larmes coulèrent sur ses joues, mais il ne les cacha pas. Les garçons, d'abord inquiets, se rapprochèrent. Ellie posa sa petite main sur celle de Dylan. Noah appuya son front contre son épaule. Lucas murmura des mots qu'il prononçait rarement. « On te fait confiance. » Ce n'était pas qu'un réconfort. C'était un serment. Les jours devinrent des semaines, jusqu'à l'audience. Dylan s'assit dans le couloir du tribunal bien avant le début, les mains serrées comme pour se maintenir entier. Il n'avait pas de mallette, seulement un carnet rempli des petites routines des garçons, l'exigence de Lucas pour des chaussettes bleues, l'amour discret de Noah pour les oiseaux, le fredonnement nerveux d'Ellie, le rire de Max en construisant des tours de Lego. Pour le tribunal, cela pouvait sembler insignifiant. Mais pour Dylan, c'était la preuve que ces garçons n'étaient pas des biens, mais des enfants qu'il avait appris à aimer. Dans la salle d'audience, Jules parla avec un feu contenu. Elle raconta les petites transformations, les crayons brisés nettoyés, les histoires du soir répétées 4 fois, les genoux écorchés embrassés sans hésitation. Elle dépeignit Dylan non comme un sauveur, mais comme un apprenant, parfois en échec, toujours présent. L'avocat de la tante répliqua avec venin. Il accusa Dylan de détention illégale, d'exploitation de son deuil, de laver son image grâce à 4 enfants vulnérables. Chaque accusation frappait plus fort, mais Dylan resta muet, la mâchoire serrée, les yeux fixés au sol. Pendant ce temps, dans une salle séparée, les garçons restaient blottis les uns contre les autres. 3 s'appuyaient sur Lucas, leurs visages enfouis dans sa chemise. L'image brisa la résolution de Dylan. Il aurait voulu se lever, les protéger de chaque mot, mais il ne le pouvait pas. Ce combat demandait de la patience, pas de la rage. Durant la pause, il arpenta le couloir, le souffle court. Dans son esprit, il revoyait leurs visages, la mâchoire décidée de Lucas, l'étincelle de Max découvrant un nouveau jeu, l'inclinaison pensive de Noah observant les oiseaux, le fredonnement d'Ellie quand il doutait.
Ils n'étaient pas des trophées. Pas un projet. Ils étaient sa raison d'être. Quand l'audience reprit, la tante finit par parler. Sa voix était cassante, son récit fragmenté. Elle affirma qu'elle avait été dépassée, que la pauvreté et le deuil l'avaient contrainte, qu'elle n'avait pas su s'occuper d'eux. Ses mots vacillaient sous le poids de contradictions, mais ils blessaient tout de même. Puis le juge se tourna vers Dylan. « Avez-vous l'intention de formaliser une adoption? Et comment les soutiendrez-vous à long terme ?» La salle se figea. Dylan se leva lentement, chaque muscle tendu par des mois de vérité tue. « Oui, répondit-il fermement. Cette vie est déjà la leur. Non pas bâtie sur la pitié, mais sur l'amour. Je n'ai pas l'intention de les sauver. J'ai l'intention de m'enraciner avec eux. De grandir avec eux. De rester, même quand ce sera difficile. » Le visage du juge resta impassible. Le marteau frappa. La décision serait rendue plus tard. Ce soir-là, Dylan resta silencieux, les garçons endormis à l'étage. La maison, autrefois remplie de crayons et de dessins animés, semblait fragile, suspendue entre appartenance et perte. Il leva les yeux vers le plafond et murmura dans le vide. « S'il vous plaît, ne me les enlevez pas. » Et dans ce silence, la seule réponse fut le léger fredonnement d'Ellie, endormie. Les jours s'étiraient comme des fils trop tendus. Dylan vivait dans un brouillard de paperasse, d'entretiens et de chuchotements rassurants à l'adresse des garçons, leur promettant que tout irait bien, même s'il n'en était pas certain lui-même. Chaque nuit, après que les enfants s'endormaient enfin, il restait à son bureau avec Jules, épluchant documents légaux, témoignages et stratégies. Ce n'était plus une affaire. C'était une guerre pour une famille. Un soir, Dylan leva les yeux vers Jules, l'épuisement creusant son visage. « Et si je les perds ?» Jules ne chercha pas à adoucir la vérité. « Alors tu te battras encore plus fort. » Ces mots tombèrent dans sa poitrine comme du fer. Quand le verdict tomba enfin, Dylan s'assit dans la salle d'audience, préparé à la déchirure. La voix du juge resta neutre en annonçant « tutelle conditionnelle accordée. Révision dans 6 mois. » Les mots frappèrent Dylan comme une vague. Ce n'était pas une adoption. Rien n'était définitif. Mais c'était suffisant. Une victoire fragile. De retour à la maison, les garçons sentirent que quelque chose avait changé. Dylan leur expliqua du mieux qu'il put. « Ça veut dire qu'on n'a plus de temps. Ça veut dire que vous restez ici. » Lucas pencha la tête. « Pour toujours ?» ?»« Pas encore pour toujours, » admit Dylan. « Mais assez longtemps pour prouver que c'est ici que vous appartenez. » Ce soir-là, alors que Dylan les bordait, Max posa une couverture sur ses épaules et murmura. « Tu es resté. » Lucas ajouta doucement. « Nous aussi, on est restés. » Pour la première fois depuis des mois, Dylan dormit sans la peur pesant sur sa poitrine. Le printemps arriva à Blumendal comme un long soupir. Les jonquilles jaillirent de la terre humide, et la morsure de l'hiver s'adoucit. À l'intérieur de la maison Mercé, un nouveau rythme prit vie. Les journées ne commençaient plus dans le silence anxieux. Elles commençaient par des rires, sincères, spontanés. Les routines du matin devinrent des rituels. Dylan préparait le café tandis que les garçons s'occupaient du petit déjeuner chacun à leur manière, Lucas tartinant le pain grillé avec concentration, Noah arrangeant les fruits comme une œuvre d'art, Ellie renversant toujours un peu trop de lait, Max fredonnant une mélodie improvisée. Ces petites tâches transformaient la cuisine en une symphonie de vie. Cherchant la stabilité, Dylan engagea une tutrice, Ingrid, une femme patiente qui croyait à l'apprentissage par le jeu. Elle transforma le jardin en salle de classe. Des volcans jaillirent de bicarbonate et de vinaigre. Des nuages naquirent dans des bocaux. Les feuilles devinrent des empreintes sur papier. Noah, autrefois silencieux, se mit à poser question sur question. Ellie touchait les tulipes avec révérence. Lucas gribouillait des notes, le front plissé. Max peignait des arcs-en-ciel qui débordaient en nouvelles teintes, riant de ses propres inventions. Dylan observait depuis les marges, carnet à la main, parfois participant aux expériences, parfois se contentant d'admirer. Peu à peu, les garçons ne faisaient pas que survivre, ils retrouvaient leur enfance. Un après-midi, ils construisirent une cabane dans le bureau avec des couvertures et des guirlandes lumineuses. À l'intérieur, ils créèrent des mondes. Lucas se proclama chevalier. Noah inventa des aventures incroyables. Ellie avoua ses peurs. Max réconforta son frère d'une main posée sur son épaule. Dylan écouta, réalisant que le jeu était devenu leur langue de guérison. Ils commencèrent à appeler ces instants les petites aventures. Pour Dylan, l'expression avait plus de valeur que n'importe quel contrat d'affaires jamais signé.
La communauté, autrefois sceptique, commença à changer. Ingrid envoyait des rapports enthousiastes. Madame Van Ryn, de la boulangerie, passait avec des tartes aux fraises, racontant comment les garçons la saluaient d'un sourire franc. Un voisin mentionna que Lucas avait offert son aide pour réparer une clôture. Ce n'étaient pas des gros titres. C'étaient des témoignages de confiance. Un soir, Dylan s'assit dans le jardin tandis que les garçons couraient après des papillons, leur rire flottant dans la brise. Pour la première fois, son deuil lui parut comme un vieux vêtement qu'il avait enfin retiré. Il n'était plus enveloppé de pertes. Il était vêtu de vie. Le tournant arriva sans prévenir. Un matin, Dylan fut réveillé par un vacarme dans la cuisine. Il descendit en hâte et trouva 4 pancakes maladroits sur des assiettes dépareillées, formant 3 lettres bancales, DAD. Journée d'appréciation des papas, annonça fièrement Ellie. Lucas tendit une carte faite à la main. Merci d'être resté avec nous. Noah posa un pot de fleurs sauvages sur la table. Ellie plia des serviettes en forme d'étoile. Max glissa un dessin, 4 garçons main dans la main sous un soleil éclatant. La gorge de Dylan se serra. Il les contempla, si petits, si courageux. Pour la première fois, il se permit de croire, ceci est une famille. Mais derrière chaque moment de joie, l'ombre de la loi persistait. Les garçons commencèrent à fréquenter une petite école de type Montessori. Leurs professeurs louaient leur esprit d'équipe, la façon dont ils s'entraidaient, comment l'empathie semblait tissée dans leur résilience. Pourtant, même là, les murmures circulaient. Sont-ils vraiment les siens? Qu'a-t-il payé? Les ragots ne mouraient jamais complètement. Jules, désormais plus alliée qu'avocate, venait souvent. Un soir, elle et Dylan traversèrent le jardin alors que le crépuscule tombait. Elle contempla les pots de terre cuite où les semis des garçons germaient. Ils ont construit plus qu'une maison ici, dit-elle doucement. Ils ont construit un monde. Dylan ne contesta pas. C'était vrai. Plus tard, cette nuit-là, Dylan s'arrêta devant leur chambre partagée. Il écouta la symphonie de leur souffle, l'inspiration douce de Lucas, le soupir délicat de Max, le léger fredonnement d'Ellie, le rythme paisible de Noah. Il murmura dans l'obscurité. « C'est vous qui avez fait ça. C'est nous. Je vous aime. » Pour la première fois, une maison lui sembla réelle. Non pas à cause des murs, mais grâce à eux. Mais à mesure que les saisons changeaient, une autre tempête se formait à l'horizon, une dernière épreuve qui déciderait si ce monde fragile qu'ils avaient bâti ensemble pouvait survivre. L'automne arriva à Harlem avec un froid qui s'accrochait aux marches du tribunal. Les feuilles dorées bruissaient sous les pas, comme si la saison elle-même retenait son souffle. À l'intérieur, les lourds bancs de bois grinçaient sous le poids des inconnus venus attendre le verdict. Dylan Mercer était assis parmi eux, les mains jointes, le cœur battant comme un tambour qu'on ne pouvait faire taire. Sur ses genoux reposait un dessin au crayon que Max avait glissé dans sa poche ce matin-là. C'était un arbre avec 4 racines, chacune portant un nom, Lucas, Noah, Ellie, Max. À la base du tronc, à l'intérieur d'un cœur maladroit, un seul mot, papa. Dylan le fixait, puisait sa force dans cette simplicité. Les garçons étaient assis sur le banc opposé, aux côtés d'Ingrid, leur tutrice devenue confidente. Ils portaient des chemises assorties, l'école les démangeant, mais ils avaient insisté pour les enfiler. Leurs visages étaient graves, nerveux, mais traversés d'une lueur d'espoir. Ils savaient, même à leur jeune âge, que ce jour déciderait de tout. La juge, une femme aux lunettes cerclées d'argent et au regard fatigué mais bienveillant, ouvrit la séance. Jules se leva la première. Elle ne récita pas de jargon juridique. Elle raconta une histoire. Elle parla des petits déjeuners préparés ensemble. Des pansements posés avec douceur sur des genoux écorchés. Des histoires du soir racontées 4 fois avec 4 voix différentes. Elle décrivit Dylan non pas comme un milliardaire aux ressources infinies, mais comme un homme qui avait choisi la présence plutôt que la pitié, la constance plutôt que la facilité. Ses enfants n'ont pas été sauvés, déclara Jules, la voix ferme mais tremblante d'émotion. Ils ont été rejoints. Ensemble, ils ont bâti quelque chose de rare et fragile, un foyer. Puis vint le tour de l'attente. Son avocat dépeignit Dylan comme un manipulateur, un homme riche qui achetait ce qu'il voulait. Ils l'accusèrent d'exploitation, de laver son deuil à travers 4 garçons abandonnés. Chaque accusation était un poignard, mais Dylan resta immobile, la mâchoire crispée, les yeux baissés. Enfin, la juge prononça son nom. Dylan se leva lentement, le souffle court, les yeux des garçons le suivant comme des phares dans l'obscurité. « Je ne suis pas ici pour prouver que je les mérite, » commença-t-il, la voix basse mais ferme. « Je suis ici parce qu'ils m'ont choisi.
Au fil du temps, à travers leur rire, leur peur, même leur colère, ils m'ont permis de devenir quelque chose que je croyais perdu à jamais, un père. Il marqua une pause, la gorge nouée. Ils ne sont pas ma seconde chance. Ils sont ma seule chance. Et quoi que décide ce tribunal, je n'arrêterai jamais d'être là pour eux. La salle plongea dans un silence suspendu, le genre de silence qui naît quand une vérité vient d'être dite. Le marteau frappa. Adoption légale complète accordée. Dylan resta figé, incrédule. Les mots résonnaient, chauds et définitifs. Adoption. Accordée. Les garçons ne crièrent pas de joie. Ils ne battirent pas des mains. Ils coururent. Tous les 4 bondirent de leur siège et se jetèrent dans ses bras, au centre de la salle d'audience. Lucas s'agrippa à son côté. Noah s'enroula autour de sa jambe. Max enfouit son visage dans sa veste. Ellie murmura. On savait qu'il dirait oui. Les larmes coulèrent librement tandis que Dylan les serrait tous, ses bras tremblants, son cœur enfin délivré. Pour la première fois depuis des années, ce n'était plus le deuil qui le gouvernait. C'était l'amour. Ce soir-là, de retour à la maison, Dylan réunit les garçons autour de la table de cuisine. Il leur remit à chacun une enveloppe. À l'intérieur, des papiers portant leur nouveau nom complet. Lucas Mercedown. Noah Mercehope. Ellie Mercefine. Max Mercebleu. Chacun avait choisi son deuxième prénom lui-même, des noms enracinés dans l'espoir, les histoires et les rêves. Dylan expliqua doucement. Vous m'appartenez, mais plus encore, vous vous appartenez à vous-même. Ce nom, c'est votre choix, votre avenir. Les visages des garçons s'illuminèrent de fierté. Au lieu d'un dîner formel, ils célébrèrent par un pique-nique improvisé dans le jardin, sous des guirlandes lumineuses. Ils mangèrent du gâteau au chocolat avec les doigts, firent des ombres chinoises contre la clôture, et rirent si fort que les voisins leur demandèrent de se calmer. Dylan s'en moquait. Il observait chaque seconde, essayant de graver dans sa mémoire la joie éclaboussée sur leur visage. Là où autrefois ces nuits n'étaient faites que de silence et d'échos de salles de réunion, elles étaient désormais emplies de miettes, de lacets et de rires. Il n'avait jamais été aussi riche. Mais le voyage de Dylan ne concernait pas seulement sa famille. Il concernait tous les enfants laissés pour compte. En quelques semaines, il lança la Fondation Mercé, un hommage vivant à ses garçons. Sa mission, protéger les enfants abandonnés et orphelins à travers l'Europe. Le premier événement eut lieu dans un espace artistique rénové à Amsterdam. Jules y prononça un discours vibrant. Ingrid organisa une vente aux enchères de dessins d'enfants. Et les garçons, vêtus de costumes trop grands, parcouraient la salle en collectant des dons dans des boîtes qu'ils avaient décorées eux-mêmes. Lors de ses remarques de clôture, Dylan se tint près d'une exposition de photos retraçant leurs premiers mois ensemble, cabane de couverture, petit déjeuner désordonné, découverte dans le jardin. Il ne lut pas un discours. Il parla avec son cœur. Ils sont venus à moi effrayés, incertains du monde. Je suis venu à eux brisés, incertains de l'amour. Mais ensemble, nous avons construit quelque chose de plus fort que nous deux. Nous sommes une famille, non pas parce que la loi l'affirme, mais parce que chaque jour, nous nous choisissons. Les applaudissements ne furent pas tonitruants. Ils furent chaleureux. Réels. Quelques semaines plus tard, Dylan surprit les garçons avec un voyage. Pas dans un parc d'attractions. Pas dans une station luxueuse. Mais sur une plage tranquille de la côte portugaise. Ils séjournèrent dans un petit cottage sans Wi-Fi, sans télévision, seulement des livres, du sable et le bruit des vagues. Chaque matin, ils construisaient des châteaux de sable. Chaque soir, ils écrivaient des cartes postales pour eux-mêmes, notant ce qui les avait rendus heureux ce jour-là. Lors de leur dernière nuit, Dylan remit à chaque garçon un cerf-volant. Sur le tissu, leur prénom était inscrit en couleurs vives, accompagné d'un message « Vous êtes aimés. Vous êtes libres. Vous êtes chez vous ». Ils coururent pieds nus sur le sable, criant de joie alors que leur cerf-volant s'élevait dans le ciel du crépuscule. Dylan resta en arrière, observant, le cœur si plein qu'il en avait mal. Max se retourna, agitant les bras avec ferveur. « Viens faire voler le tien !» Dylan les rejoignit, son cerf-volant traînant derrière lui. Tous les 5 coururent ensemble, leur rire montant dans la nuit. Et sous cet horizon infini, Dylan sut qu'il n'était plus un homme en exil. Il était un père, courant vers un avenir bâti non sur la perte, mais sur l'amour. Pourtant, tandis que les vagues léchaient doucement le rivage, Dylan ignorait que leur histoire, bien que guérie à bien des égards, n'était pas terminée. Car l'amour, aussi puissant soit-il, n'efface pas le passé. Et bientôt,
des ombres venues de ce passé viendraient mettre à l'épreuve tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Le cottage au Portugal leur avait offert quelque chose d'inestimable, le calme. Pas d'avocats, pas de journalistes, pas de murmures de scandale, seulement la mer, le ciel et le rythme de l'appartenance. Dylan regardait les garçons courir pieds nus le long du rivage, leur rire se mêlant au fracas des vagues, et pour une fois, sa poitrine lui semblait légère. Pourtant, aussi fort qu'il aurait voulu figer cet instant, il savait que la vraie vie les attendait à Amsterdam. Les tribunaux, la fondation, les obligations, l'amour ne suffisaient pas à faire taire le bruit du monde. Mais il suffisait pour l'affronter. De retour chez eux, la maison des Mercé ne ressemblait plus à une retraite de célibataires. Elle vivait. Les murs portaient des empreintes de crayon, la cuisine sentait le pain grillé et le lait, et l'air vibrait de bruit. Chacun des garçons s'était approprié son espace. Lucas avec ses expériences scientifiques, Noah avec ses questions sans fin, Ellie avec ses chansons, et Max avec ses couleurs. Dylan avait changé lui aussi. Là où il cachait autrefois son chagrin derrière une armure de conseil d'administration, il vivait désormais à cœur ouvert, vulnérable. Il riait plus fort. Il pleurait plus facilement. Il était devenu, dans tous les sens du terme, un père. Et avec cela, une nouvelle mission naquit. La fondation Mercé grandissait rapidement. Ce qui avait commencé comme un simple hommage à 4 garçons se transformait en un mouvement. Les orphelinats recevaient des fonds. Les familles en crise trouvaient du soutien. Des avocats offraient des heures de travail pro bono. Les journalistes qui autrefois condamnaient Dylan le louaient désormais. Mais il ne se laissait jamais distraire par les applaudissements. Car à la maison, le travail de l'amour était plus discret et plus difficile. Il y avait encore des cauchemars. Des journées où Noah refusait de parler. Des nuits où Ellie s'endormait en fredonnant, craignant que le silence ne signifie l'abandon. Des matins où Lucas testait les limites, cherchant la preuve que Dylan ne partirait pas. Et Max, malgré sa douceur, sursautait encore quand les voix s'élevaient trop fort. Dylan affrontait chacun de ces moments non pas avec perfection, mais avec présence. Il restait. Il écoutait. Il leur rappelait, encore et encore, que l'amour n'était pas conditionnel. Un soir de pluie, les garçons s'étaient rassemblés dans le bureau, leur ancienne cabane désormais illuminée de guirlandes et remplie de coussins. Dylan les rejoignit, portant des tasses de chocolat chaud. « Raconte-nous une histoire », demanda Ellie. Dylan sourit. « Quel genre d'histoire ?»« Une vraie », répondit Lucas, le regard sérieux. Alors Dylan leur raconta pas la version de conte de fées, mais la vraie. La nuit où il les avait trouvés dans une vieille camionnette rouillée. La femme qui les avait abandonnés. Sa propre douleur, et comment il n'avait pas su quoi faire, seulement qu'il ne pouvait pas tourner le dos. Le silence suivit. Puis Max murmura. « Pourquoi nous ?» La gorge de Dylan se serra. « Parce que j'avais besoin de vous autant que vous aviez besoin de moi. Peut-être même plus. » Noah se rapprocha. « Et tu ne partiras jamais ?»« Jamais, » dit Dylan, le mot lourd de vérité. « Même quand vous serez désordonné. Même quand vous serez en colère. Même quand le monde nous comprendra mal. Je reste. » Les garçons hochèrent lentement la tête, comme s'ils rangeaient cette promesse au plus profond de leur cœur. Les mois passèrent. Les saisons changèrent. La maison Mercé devint connue dans le quartier comme la plus bruyante, la plus joyeuse de la rue. La boulangère glissait souvent des pâtisseries en plus dans leurs sacs. Les voisins saluaient depuis leurs fenêtres. Les professeurs envoyaient des notes louant la gentillesse des garçons envers leurs camarades. Un matin, Dylan se tenait dans le jardin, les regardant courir après des papillons. Il pensa à Mara, sa défunte épouse. Pendant des années, le chagrin avait semblé être le seul lien qui restait entre eux. Mais maintenant, il comprenait. Elle vivait dans ces petits moments, dans les expériences scientifiques que Lucas adorait, dans les fleurs que Noah entretenait, dans les mélodies qu'Ellie fredonnait, dans les arcs-en-ciel que Max peignait. À travers eux, Mara était présente, non pas comme une perte, mais comme une lumière. La cérémonie finale d'adoption eut lieu dans une petite salle communautaire, loin de la solennité des tribunaux. Cette fois, pas de marteau, pas de juge sévère. Seulement la famille, les amis et les voisins. Chaque garçon reçut un certificat encadré avec le nom qu'il avait choisi. Lorsque l'officiel les remit à Dylan, les garçons crièrent d'une seule voix. « Nous sommes les Mercé !» Les rires éclatèrent. Les larmes suivirent. Ensuite, ils célébrèrent non pas avec du champagne ou des repas raffinés, mais avec des pizzas maison et un gâteau bancal décoré par les garçons eux-mêmes. Le glaçage dégoulinait, les confettis sucrés s'éparpillaient sur la table,
Mais Dylan jura que c'était le plus beau gâteau qu'il ait jamais vu. Ce soir-là, Dylan sortit, les étoiles scintillant doucement au-dessus de Blumendal. Il pensa au chemin parcouru, la camionnette, le tribunal, les accusations, la peur. Puis il pensa au présent, 4 garçons endormis à l'étage, portant encore des cicatrices, mais aussi une joie nouvelle. Il murmura dans l'air frais de la nuit. On y est arrivé. Ensemble. Et peut-être que c'était là la leçon depuis le début. Qu'une famille ne se définit pas par les liens du sang ou les débuts parfaits. Elle se forge dans le choix de rester quand partir est plus facile. Dans la décision de revenir, encore et encore, jusqu'à ce que la confiance jaillisse de la peur. La fondation Mercé continua de prospérer, mais Dylan ne se vit jamais comme un sauveur. Il n'était pas le milliardaire qui avait acheté des enfants. Il n'était pas le héros que les gros titres réclamaient. Il était simplement un homme autrefois brisé, qui avait choisi d'aimer 4 garçons abandonnés jusqu'à ce que l'amour les transforme tous. Lucas, Noah, Ellie et Max, sa boussole. Ses fils. Son monde. Et au final, leur histoire ne parlait pas de sauvetage. Elle parlait de reconstruction. De la découverte d'un foyer non pas dans des murs, mais dans des cœurs. Des révolutions silencieuses qui naissent quand quelqu'un refuse de partir. Car parfois, l'acte d'amour le plus radical n'est pas grandiose. C'est de rester.